Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau JT de Culture RH. Je vous propose de commencer notre section actualité par un des sujets qui a été abordé par le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale du 30 janvier dernier. Il s'agit ici de la simplification administrative pour les entreprises. Le Premier ministre est revenu sur le projet du gouvernement, déjà annoncé en 2023, autour de la simplification des normes pour les TPE-PME. Et ce projet a déjà commencé à avancer en 2024. Pour exemple, la déclaration sociale nominative, la DSN, continue d'évoluer pour simplifier les démarches des entreprises. Net Entreprise a d'ailleurs annoncé différents changements pour 2024. L'automatisation des retours pour le régime agricole, prévue en 2024, elle permettra un gain de temps pour les gestionnaires de paie. La DSN également pour les intermittents du spectacle, avec le remplacement des attestations employeurs, simplifiant ainsi les démarches administratives. La généralisation des signalements de fin de contrat, un processus unifié pour toutes les entreprises, et enfin la modernisation des processus, incluant les indemnités journalières et l'activité partielle. Je vous propose maintenant un petit focus sur un nouveau type de contrat de travail qui a de plus en plus la cote dans les entreprises. Est-ce que vous connaissez le CDI agile ? Le CDI agile, c'est un contrat qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, celui de la montée en puissance du management de transition. Qu'est-ce que c'est que le management de transition ? C'est devenu un peu essentiel dans le monde professionnel actuel parce que c'est un dispositif qui permet d'intégrer des compétences managériales externes pour résoudre des problématiques spécifiques. Alors je vous explique. Les missions sont limitées dans le temps. Elles ont des objectifs très clairs. Les entreprises font appel à ce type de management pour des transformations majeures, pour le remplacement temporaire de postes de direction ou par exemple pour la gestion de crise. Alors le CDI agile, qu'est-ce que c'est dans ce contexte ? C'est une formule de travail élaborée en collaboration avec les employés qui vise à augmenter leur flexibilité professionnelle, garantissant à la fois la sécurité de leur poste et de leurs revenus. La rémunération est ajustée annuellement en fonction du temps de travail réel, tout en maintenant les avantages liés à l'entreprise. Ça a été développé par exemple par l'entreprise nantaise qui s'appelle Cara. Ce contrat, donc, il a été ouvert à tous les cadres de la société et il offre la possibilité, grâce à un forfait jour réduit à l'année, de mettre en pause sa carrière pour une durée déterminée, tout en continuant de percevoir un salaire. La rémunération du salarié est alors lissée sur l'année au prorata du temps de travail effectué et l'accès aux avantages liés à l'entreprise est assuré. Toujours dans le domaine de l'organisation du travail et notamment du temps de travail, un récent article de Cadre et Dirigeants Magazine nous a proposé un éclairage très intéressant sur les droits et les devoirs du salarié et de l'employeur en termes de télétravail. Alors je vous fais un petit topo de rappel. Une entreprise ne peut pas imposer le télétravail à un collaborateur. Recourir au télétravail est donc exclusivement volontaire. Refuser ce mode de travail n'est pas un motif de rupture de contrat de travail. Et dans le même esprit, le télétravail n'est pas un droit pour le salarié. Tout chef d'entreprise peut le refuser en motivant sa décision si le collaborateur ne remplit pas les conditions prévues par un accord. Le principe général d'égalité de traitement entre salariés s'applique pour le télétravailleur comme pour celui qui travaille dans les locaux de l'entreprise. Cette égalité concerne la durée du travail et toute disposition légale ou conventionnelle. Enfin, en cas d'accident pendant le télétravail, le salarié bénéficie d'une présomption d'accident de travail. L'employeur ne peut pas revenir sur le télétravail pratiqué depuis des années. Un rappel qu'il est important de faire en ces temps de généralisation de travail hybride en France. Du côté de la formation, Lefebvre Dalloz s'est demandé dans son deuxième baromètre de la formation professionnelle à quoi pourrait bien ressembler la formation de demain. Selon l'enquête, la formation de demain sera fortement influencée par les mutations numériques et sociétales actuelles. 40% des décideurs en formation ne perçoivent pas encore clairement l'impact de l'IA sur leur métier, mais 19% ressentent déjà les effets au quotidien et une majorité des formateurs restent confiants malgré les 35% d'inquiets face à ces technologies émergentes. Les méthodes de formation évolueront également beaucoup. Les décideurs montrent une préférence pour des ressources pratiques et accessibles comme les fiches pratiques, les webconférences gratuites et les articles spécialisés. Le choix en matière de contenu de formation
sera également varié. Les soft skills, l'informatique liée à la digitalisation, le management, la RSE et l'IA seront cruciaux. Enfin, le présentiel reste favorisé par 80% des sondés, malgré la digitalisation croissante. La formation de demain devra donc allier innovation technologique et interaction humaine pour répondre à tous les besoins des professionnels. Pour terminer, une news droit social assez étonnante. Avez-vous entendu parler de l'affaire Fun & Pro? C'est l'histoire d'un salarié embauché en 2011 en qualité de consultant et licencié en 2015 pour insuffisance professionnelle, mais surtout pour désalignement culturel vis-à-vis des valeurs Fun & Pro. En novembre 2022, il gagne devant la Cour de cassation le droit de ne pas participer au pot de fin de semaine. En effet, il avait été reproché au salarié son absence d'intégration de la valeur Fun & Pro de l'entreprise, qui se traduisait aussi par la nécessaire participation au séminaire et surtout au pot de fin de semaine. La culture de l'apéro étant fortement valorisée par l'entreprise. Et dans un arrêt rendu donc ce mardi 30 janvier, la Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la réintégration du salarié licencié pour ne pas avoir été fun au travail et même de lui allouer près de 500 000 € à titre d'indemnité pour nullité de son licenciement. Attention donc, le fun en entreprise, ça ne peut pas être une obligation. Passons maintenant aux chiffres du mois. 85. C'est le pourcentage d'entrepreneurs qui voient le coût de la formation professionnelle comme un frein, selon une étude de Créactif. En effet, le coût de la formation professionnelle semble représenter un obstacle majeur pour de nombreux entrepreneurs. Cette barrière financière limite leur participation à des programmes de développement de compétences. Le compte personnel de formation, le CPF, joue un rôle crucial dans l'accès à la formation. Mais 67,2% d'entre eux auraient renoncé à se former en cas de frais supplémentaires à leur charge. Cette statistique souligne donc l'importance du soutien financier pour faciliter l'accès à la formation. La nécessité de solutions financières adaptées et durables est donc évidente. Pour que les entrepreneurs puissent continuer à se former et à développer leur entreprise, des mesures incitatives et des aides financières sont vraiment essentielles. Elles permettent de surmonter le défi du coût et d'ouvrir la voie à un apprentissage continu et efficace. L'info que vous ne trouverez pas sur Culture RH, c'est encore une info formation. Savez-vous que si vous ne terminez pas une formation professionnelle, vous pourriez bien être obligé de la rembourser? Et oui, un décret paru en fin d'année dernière clarifie les obligations des utilisateurs de leur CPF. C'est désormais inscrit dans la loi. Lorsque la Caisse des dépôts et des consignations, qui est l'organisme qui gère le CPF, constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Qu'est-ce que ça veut dire? De quels engagements parle-t-on ici? On parle des évaluations, on parle de l'examen ou du concours qui permettent d'obtenir une certification à l'issue de la formation. Il est donc obligatoire de s'y présenter. Et si ces engagements ne sont pas respectés, les utilisateurs du CPF risquent une suspension temporaire du financement de leur formation, voire une obligation de remboursement intégral de toutes les sommes versées dans ce cadre. La question RH qui fâche est sur la semaine des 4 jours. Tout le monde en parle, tout le monde pas si sûr. Est-ce que nous ne serions pas devant un phénomène de mode, un concept de bobo start-upien qui ne serait applicable qu'à un tout petit pourcentage des salariés? Nous allons en parler avec Anouk Jugla, Head of People and Culture chez Carbo, une application pour maîtriser facilement son impact carbone. Bonjour Anouk. Bonjour Adeline, merci beaucoup pour l'invitation. Alors la semaine des 4 jours, est-ce que c'est un concept à véritablement prendre en compte pour l'ensemble des salariés français ou est-ce que ça ne serait pas juste un phénomène de mode pour quelques nantis? Merci pour la question. Alors en effet, c'est vrai qu'à date, ça concerne une très petite partie de salariés en France. Selon les sources du ministère du Travail, je crois que c'était 10 000 salariés en France en septembre 2023. Donc oui, faire partie de ces 10 000 salariés aujourd'hui, c'est une sorte de privilège et personnellement, je me sens assez chanceuse de pouvoir, en étant au sein de Carbo, de pouvoir bénéficier de la semaine de 4 jours et de faire partie aussi des entreprises à l'avant-garde sur le sujet. Mais pour répondre à votre question, je pense que nous sommes à une phase d'expérimentation et différentes
types d'entreprises, que ce soit secteur public, secteur privé, mais aussi différents secteurs d'activité, expérimentent la semaine de 4 jours. Donc je pense que ça peut concerner beaucoup d'entreprises. Certes, il y a peut-être des environnements où c'est plus facile à mettre en place, c'est des environnements uniquement avec des cadres, par exemple, ou dans des entreprises qui sont assez habituées aux nouveaux modes de travail, je pense aux entreprises de la tech. Mais il y a des exemples et je pense notamment à l'entreprise Pimpan qui met qui a une activité logistique aussi et qui a mis en place la semaine de 4 jours pour tous ses salariés. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut concerner beaucoup, beaucoup de personnes et qui peut fonctionner surtout pour beaucoup de personnes en France, beaucoup de salariés. Et enfin, je pense pas que ce soit un effet de mode, c'est un sujet qui intéresse et qui répond à des enjeux RH qui sont très actuels et qui n'ont pas et qui ne seront pas réglés, je pense, demain. Il y a une étude de Great Place to Work, l'enquête Great Insights, qui montre que 73% des salariés français sont intéressés aujourd'hui par la semaine de 4 jours. Et je pense que d'ailleurs c'est un sujet d'actualité dont la sphère politique française est en train de se saisir. Et ma conviction en plus et celle de Carbo, c'est que c'est un outil assez formidable pour la transition écologique. Et donc ce n'est pas un effet de mode, mais je pense que c'est parti pour durer. Maintenant, peut-être, ce qu'il faut regarder, c'est le comment et être attentif au comment et aux modalités. Merci Anouk. Alors maintenant, nous allons parler de la mise en place de cette semaine des 4 jours, pour ceux qui y auront droit. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, des semaines très très longues avec des journées énormes pour pouvoir faire rentrer dedans toutes les heures? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment concrètement les entreprises pourront mettre en place cette semaine des 4 jours? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses différentes qui sont, entendues par cette appellation semaine de 4 jours et on peut peut-être faire, une distinction. Il y a 2 choses. La 1 quand on entend par exemple, Gabriel Attal, le Premier ministre français dans son discours de politique générale qui parle de la semaine de 4 jours, mais qui parle de la semaine de 4 jours, 35 heures condensées sur 4 jours. J'appellerais ça plutôt la semaine en 4 jours. La semaine de 4 jours qu'on défend en tout cas chez Carbo, c'est bien une semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail, au même niveau de salaire. Et je suis convaincue d'ailleurs que c'est plutôt ce modèle-là, ce deuxième modèle-là, donc avec réduction du temps de travail, qui peut apporter les bénéfices et qui peut fonctionner. En tout cas, c'est celui qu'on défend chez Carbo et ça veut pas forcément dire des journées plus longues, c'est travailler moins mais travailler mieux. C'est peut-être des journées un petit peu plus intenses en termes de concentration. On le voit, il y a certaines pauses, café, par exemple, qui peuvent se réduire, et ça demande un plus grand niveau de concentration, tout au long de la journée, une meilleure organisation, donc une intensité qui peut augmenter, mais pas forcément une durée, plus longue, sur la journée et ça, c'est possible notamment si on accompagne aussi la semaine de 4 jours par, toute une réflexion autour, du temps qu'on passe au travail, donc en supprimant peut-être certaines choses qui polluent un peu notre temps de travail et je pense notamment, à des entreprises où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions, donc si on ne repense pas, évidemment, ça peut se traduire par des journées plus longues, mais si on repense nos modalités et notre fonctionnement, et la concentration qu'on met sur chaque chose, oui, il y a pas besoin d'avoir des journées plus longues pour que ça fonctionne. Et enfin, est-ce que les entreprises sont prêtes à le faire? Je pense, ceci étant dit, je pense que nous sommes dans une société, capitaliste, donc à très court terme, les entreprises, elles vont pas être prêtes. Non, il y a besoin de déconstruire, pas mal de choses, parce que, payer autant de salariés pour qu'ils travaillent moins, ça peut créer un un 1 des freins et des boucliers qui se lèvent. Hem Nous, chez Carbo, on le fait pour des raisons écologiques. Je pense que c'est pas un argument qui va être entendable par toutes les entreprises, mais en fait, à moyen terme, il faut regarder les effets qu'ont la semaine de 4 jours et là, quand on parle de ces effets-là, je pense que toutes les entreprises peuvent y être sensibles. Il y a un vrai sujet d'attractivité d'un point de vue RH, qui vient répondre notamment, aussi à des difficultés de recrutement, qui pourraient répondre à des difficultés de recrutement que certaines entreprises rencontrent. On le sait aujourd'hui, l'équilibre, vie pro, vie perso dont on parle beaucoup, c'est un des arguments, qui fait que les gens changent de travail aujourd'hui. Après la question du sens, après la question de l'argent, l'équilibre
des temps est importante pour les salariés aujourd'hui. Donc ça peut être un vrai atout pour du recrutement. Ça peut être aussi un vrai atout pour limiter, le mal-être au travail et je pense notamment au burn-out dont on pense beaucoup. Parce qu'adopter la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail, je préfère préciser, c'est aussi adopter une organisation du travail plus durable, où il y aura moins de risques de burn-out pour les salariés et on le sait, ben, les burn-out, c'est des arrêts maladie, c'est des temps qui complexifient, l'organisation, du travail pour les entreprises, donc je pense que c'est un atout, la semaine de 4 jours pour ces entreprises-là et un dernier avantage peut-être qu'on peut mettre en avant, pour que les entreprises se lancent, c'est la question de la fidélisation aussi des salariés. Moins de turnover, donc ça réduit aussi, les coûts de recrutement liés à ce turnover-là. Vraiment très intéressant, Anouk, merci. Donc pour terminer, j'aurais voulu parler de l'aspect éco-responsable de la semaine des 4 jours. On en parle, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on va vraiment réduire l'empreinte carbone des entreprises avec la semaine des 4 jours? Alors non, je pense pas que c'est du greenwashing. Je l'expliquais tout à l'heure, enfin je commençais à le dire tout à l'heure, Carbo, on a un idéal d'entreprise écologique et la semaine de 4 jours, c'est un outil formidable pour être cette entreprise écologique-là. La première chose, c'est qu'au niveau d'une entreprise, uniquement, oui, le lien entre RSE et semaine de 4 jours, il existe. Déjà sur le côté social, on en parlait avec, le fait que ça permet de plus de bien-être pour les salariés, moins de burn-out, et sur le côté plutôt écologique, hem, mettre en place la semaine de 4 jours, c'est, par exemple, moins de déplacements pour aller au travail, si on donc moins d'empreinte carbone. C'est potentiellement libérer du temps et donner à chacun, du coup, la possibilité d'avoir un peu plus de temps pour, voyager en train, par exemple, le jour de la semaine, où on ne travaille pas. Mais c'est aussi potentiellement pouvoir adopter des pratiques, plus écologiques, avoir le temps de plus cuisiner, avoir le temps de s'engager aussi à côté. Donc je pense que oui, il y a un lien direct entre, semaine de 4 jours et écologie et surtout au niveau de la société. C'est-à-dire que si c'est un modèle, qui est adopté de manière plus large, aujourd'hui la crise écologique à laquelle on fait face, donc, à la fois crise de la biodiversité, réchauffement climatique, c'est quoi la cause de tout ça? C'est une déconnexion, de l'humain, du vivant tout simplement. On est dans cette recherche, du temps, de gagner du temps en permanence. Le temps, c'est considéré comme une marchandise dans notre société, aujourd'hui et notre conviction chez Carbo, c'est que la réappropriation du temps, elle est cœur, dans l'écologie et c'est une façon de pouvoir avoir plus de temps pour soi, avoir du temps, pour des relations aux autres et un temps pour se connecter, au vivant, écosystème duquel on fait partie. Nous sommes aussi le vivant, en tant qu'humains. Donc c'est une réflexion à 3 niveaux et donc la réappropriation du temps, c'est un peu changer de paradigme et de modèle dans notre société, où on court toujours, après le temps et donc avoir ce temps de connexion au vivant et se reconnecter au vivant et donc potentiellement, basculer sur une société plus écologique. Donc pour nous, la semaine de 4 jours, elle va avec un changement, de paradigme, travailler moins, libérer du temps pour les choses qui comptent et qui font sens, et c'est une réponse à la crise écologique que nous sommes en train de traverser. Donc oui, je pense qu'au niveau de la société, si on s'en saisit, et que ça devient une démarche globale, ça peut avoir un vrai impact écologique et c'est ça qui nous meut chez Carbo. Eh bien, merci Anouk pour ces éclairages vraiment très intéressants sur la semaine des 4 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler en 2024. C'est ainsi que se termine notre JT DRH. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, restez connectés sur Culture RH.